Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, on accueille un artiste pour qui le mot liberté ne sonne jamais creux. Une voix, une silhouette, un regard franc sur le monde et des chansons qui racontent autant qu'elles vibrent. Patrick Coutin fait partie de ces figures qui traversent le temps sans jamais perdre leur éclat ni leur soif de création. On le connaît pour l'inoubliable J'aime regarder les filles, hymne d'une époque, mais Patrick Coutin, c'est bien plus que ça. C'est une carrière multiple entre rock, écriture, peinture et production. Un parcours d'explorateur toujours en mouvement, et justement le mouvement est toujours là, avec sur les bas-côtés un nouveau morceau qui annonce un futur album enregistré en trio, dans les conditions du live, une énergie brute, directe, comme une promesse de retour à l'essentiel. Avec lui, on va parler des routes de scène, d'engagement et de ce que ça veut dire aujourd'hui encore de faire du rock en France. Bienvenue dans l'univers libre et éclectique et électrique de Patrick Coutin. Bienvenue dans Rencontre. Bonjour Patrick Coutin. Bonjour Franck. Alors qui est Patrick Coutin ? Je suis moi, déjà, c'est pas mal. Et j'essaye en tout cas d'être moi. Bon, après, en clair, je suis auteur, compositeur, guitariste, chanteur, un petit peu écrivain. Voilà, un être vivant qui change, qui bouge. Mais ça, les définitions que j'ai données, c'est moi essentiellement, quoi. Ce que l'on sait de moi en tout cas. Ce qu'on sait, la partie visible de l'iceberg. Oui, voilà, c'est la partie publique. Public. Dans quel univers vivait Patrick Coutin, adolescent ? L'univers culturel, Alors, je parle. Hein. quand on est né en 1952 et que l'on a 14 ans, quelque part en 66, on est dans les années 60. Mhm. C'est-à-dire que c'est une France dans laquelle il va y avoir une ou deux chaînes de télé en noir et blanche, si je ne me trompe, avec nos idoles de jeunesse qui étaient Johnny ou les Beatles ou les Rolling Stones. Donc on écoutait cette musique qu'on aimait bien, mais aussi moi j'étais très fan de Brassens, de Ferré, ces chanteurs poètes français. Mhm. Parce que mon univers culturel, c'était celui de l'école, comme pour beaucoup de gamins. Je jouais au foot quand je n'étais pas en train de faire mes études. On apprenait les maths, le français, un peu, un peu d'anglais. Et puis, finalement, on lisait les romans anciens, du Jules Verne, du Pierre Loti. Vous voyez, c'était un univers culturellement très, très simple parce qu'on n'avait pas, évidemment, tout le monde le sait, mais il faut le répéter, on n'avait pas cette information permanente qui nous arrive par la télé, la radio ou maintenant par Internet. Alors, Mhm. on écoutait un petit peu la radio. Moi, j'écoutais SLC Salut les copains, qui était une émission qui nous parlait de notre musique, hein, musique de jeunes. Voilà. Et puis cet univers musical, mais culturel, a basculé très vite parce que est arrivé quand j'avais 16 ans, mai 68 en France, qui a changé Oui. beaucoup de choses. Il y a eu une espèce de prise de conscience des jeunes sur le monde. On a commencé à comprendre que le monde n'était pas si simple que ça allait un peu plus loin que le trajet entre notre maison et l'école. Ouais. Et par la suite est arrivé, bien évidemment, très vite derrière, dans les 2 années qui viennent, toute la vague rock anglaise et américaine, qui, elle, avec tout ce qu'on peut imaginer, hein, de Led Zeppelin à Jefferson Airplane en Amérique, aux Doors, etc., qui a accompagné en fait ma fin d'adolescence, de mes 16 à 20 ans, on va dire. Et là, évidemment, avec tout ça, est arrivée la découverte d'autres littératures, comme la Beat Generation en Amérique, et comme des auteurs français plus récents, comme Sartre, etc., etc. Donc, ça a été une enfance, finalement, culturellement très diverse, dans laquelle j'ai eu la chance d'être un peu déjà un citoyen du monde, avant que le monde ne soit globalisé, comme on dit aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est donc les influences. C'est toutes ces influences qui ont amené Patrick Coutin à la musique, à la chanson. C'est les influences et le hasard un peu. J'étais parti pour faire des études de philosophie et de littérature.
Et puis, je commençais à m'intéresser au cinéma aussi, parce qu'il y avait un cinéma, c'était le nouveau média, les Mhm. cinémas à l'époque. C'était ce qu'on pourrait appeler la vidéo aujourd'hui. Et puis, euh, et puis là-dessus, quand même, tous ces écoutes de cette musique en langue anglaise, qui étaient souvent très engagées, hein, parce que les musiciens américains et anglais de l'époque n'avaient pas leur langue dans leur poche, m'a amené à voyager. J'ai passé du temps en Californie, une année ou deux. J'ai voyagé un peu partout en Europe. En Europe, ça veut dire l'Angleterre, mais ça veut dire aussi Maroc, Espagne, Italie. Donc, tout ça, ça a créé un espèce de jeune homme qui voulait participer au monde. Mais c'était pas spécialement j'avais pas envie spécialement de faire de me lancer dans la musique. C'est un peu plus tard, par hasard, que la musique est arrivée, a pris beaucoup de place dans mon existence. Je vous le raconterai tout à l'heure si vous me le demandez. Pas de souci. Euh, Début 80 qui arrive, justement, on y arrive, hein, justement, avec ce premier, quasiment premier titre qui a de Patrick Coutin, si je me trompe pas, et une chanson qui devient aussitôt une chanson culte. Alors, c'est l'avenir qui fait que la chanson devient culte, mais au départ, je pense que c'était pas prévu que ça qu'elle devienne ce titre si connu. J'aime regarder les filles. Avec le recul d'aujourd'hui, le regard que vous portez sur ce morceau et qu'est-ce qu'il représente maintenant, ce morceau-là? Ah, après 40 ans à avoir passé à vivre avec lui, il représente évidemment forcément beaucoup. Beaucoup. C'est comme moi je dis souvent, c'est comme un enfant qui a Mhm. grandi et qui a pris son indépendance. Mais bon, euh, c'est quand vous faites votre premier album, comme c'était le cas hein, Mhm. quand on était à Hérouville et qu'on a enregistré ce titre, vous êtes un peu innocent, vous n'avez pas d'idée derrière la tête, vous ne dites pas que vous allez devenir un chanteur connu, vous savez même pas si ça va sortir. Euh, L'avantage qu'on avait il y a encore une cinquantaine d'années, c'est que on pouvait rester des grands enfants assez longtemps. Quoi. La réalité était moins prégnante qu'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, évidemment, personne ne sait qu'il est en train de faire quelque chose qui va devenir un tube. Quand il devient un tube, il y a un coup de chance, ce morceau, parce qu'il sort en 1900, il était enregistré en 80, si je ne me trompe. Oui. Il sort en 1981, juste avant l'élection de François Mitterrand et l'explosion des radios libres. Et quand finalement il sort dans une maison de disques, parce que toutes les maisons de disques se sont pas jetées dessus, les grandes radios, qu'on appelait les grandes radios d'époque, Mhm. c'est-à-dire les France Inter, Euro- les Europe 1 RTL, peut-être. etc., veulent, Mhm. ouais, Europe 1, bien sûr, veulent pas de ce titre. Ça, ils disent, ouais, mais ça va pas, ça parle de quoi, c'est provoquant, c'est indécent, etc., etc. Et bon, donc le titre il a perdu, quoi. À l'époque, il y en avait beaucoup qui sortaient des chansons. Mhm. Donc on se dit que ce titre, ben, c'est fini, mais c'était pas trop grave. Moi, je faisais déjà autre chose. Mais arrivent les radios libres, ce qu'on a appelé les radios libres, qui aujourd'hui sont devenues ce qu'on appelle les radios FM. Et là, elles s'en emparent, elles ont décidé que c'était un titre qui correspondait au vent de liberté qui soufflait à ce moment-là dans le pays, à l'envie de renouveau, à l'envie d'entendre des artistes nouveaux, sans doute, hein, parce que ça faisait quand même 30 ans qu'on vivait avec la génération yéyé. Et, euh, et donc, et ça devient, les radios libres s'en emparent, le pass, ça devient ce que vous savez, c'est-à-dire une chanson qui, aujourd'hui, on est, je sais pas, on est 45 ans plus tard et encore une chanson qui est énormément écoutée. Hein. Il y a des dizaines de milliers d'écoutes toutes les semaines sur les Deezer Et, et les Spotify et les mhm. YouTube, etc., etc. Donc bah, moi, je vous dis, c'est bon, bien sûr, c'est une de mes chansons, mais j'en ai écrit une centaine, donc c'est pas forcément d'ailleurs celle que je trouve la mieux, mais enfin, c'est quand même celle qui a le plus marché, qui a le plus de succès. Et bah, c'est comme à la fois un enfant qui a grandi à mes côtés, une sorte de personne avec qui je vis, parce que c'est vivant une chanson, depuis maintenant, bah, voilà, 45 ans. Avant d'évoquer le futur album, nous allons écouter le tout premier album, enfin tout premier titre divulgué
de ce nouveau projet qui s'appelle Sur les bas-côtés, et c'est dans Rencontre. C'était Sur les bas-côtés, premier single du futur album de Patrick Coutin, réalisé en conditions live et en trio. Patrick Coutin, que j'ai le plaisir de recevoir dans Rencontre. Patrick, vous venez de sortir le premier le premier morceau du prochain opus Sur les bas-côtés, un titre intense, brut, enregistré en trio dans les conditions live. Qu'est-ce que vous vouliez capter avec ce morceau, plus largement avec le projet qui arrive? Alors, vous savez que j'ai fait une carrière qui commence à être un peu longue, hein. Vous savez, une quinzaine d'albums, donc déjà de live, etc., etc. Et depuis 2 ou 3 ans, j'avais envie de revenir un peu aux sources avec des concerts en trio. C'est-à-dire une batterie, en l'occurrence une batteuse, Émilie Rambaud, un bassiste, Gilles Michel, avec qui je joue depuis une quinzaine d'années, et moi à la guitare et à la voix. Alors pourquoi? Parce que le trio, ça nous rappelle déjà des choses comme les grands groupes des années 70, comme les Cream ou des choses comme ça, mais c'est un peu la base de la musique rock, quoi. Une basse, une batterie, une guitare, des voix, et on y va. Donc j'avais envie de revenir à cette espèce de simplicité, parce qu'aujourd'hui, l'enregistrement, c'est devenu quelque chose d'extrêmement technologique, avec des moyens qui sont extraordinaires, que j'aime beaucoup, mais dans une certaine mesure, quelquefois, on passe plus de temps à faire de la technique qu'à jouer vraiment. Bon, or le rock'n'roll, c'est une musique qui joue. Donc j'avais ce projet depuis quelques années de rejouer en trio. On l'a fait, ça fait 3 ans qu'on tourne, qu'on fait des concerts en trio. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est très compliqué, c'est dangereux, hein, parce que faut vraiment pas perdre l'attention 1 minute, vous voyez ce que je veux dire. Dès que vous levez la main, il manque quelque chose, quoi. Mais justement, c'est compliqué, c'est intense, ça fait des concerts qui sont très très énergiques, très rock. Et comme j'y prends beaucoup de plaisir, je me dis tiens, on va enregistrer un album avec cette formule.
Donc c'était un projet qu'on avait, on avait commencé à y réfléchir. En octobre dernier, on a été dans la région de Montargis, à Montargis même, faire une série de répétitions dans un très beau théâtre qui sonnait bien, et on a enregistré tout ça. Et parmi les chansons qu'on a enregistrées, il y en a une vingtaine à peu près qui vont des années 80 jusqu'aux années 2020. 2020. Il y avait une nouvelle chanson que j'avais écrite, que j'ai écrite l'année dernière et qu'on fait maintenant sur scène, qui s'appelle Sur le bas-côté, qui est une chanson un peu provocante aussi, qui parle de thèmes et de sujets qu'on n'aborde pas souvent, comme dans la musique, et qui est un petit peu une façon de, 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 de parler de l'amour d'une façon plus déjantée. Voilà. Mais aussi qui était la réaction à ce que je vois un peu dans les rues et aujourd'hui et dans les bars quand je sors. J'habite à Paris dans un coin où tous les vendredis et tous les samedis, il y a des centaines de gens dans les rues qui boivent des coups, qui s'amusent, qui parlent, etc., c'est la nouvelle vie sociale, et qui raconte un peu ça, quoi, qui raconte un peu cette façon nouvelle de s'aimer, de se retrouver, de se parler, sans tabou, plus probablement plus direct qu'il y a une vingtaine d'années. Et donc, ben voilà, on a enregistré tout ça, et j'ai trouvé que la version était intéressante, qu'elle ressemblait bien à ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire un titre rock simple, basse, batterie, guitare saturée et voix. Et donc, bon, on s'est dit, tiens, on va commencer par sortir ce titre. On va sortir un titre à peu près tous les 2 mois jusqu'à 2026. 2026, je pense que ça sera, si je ne me trompe, l'anniversaire des 45 ans de J'aime regarder les filles. Et on va ressortir le live pour cet anniversaire. Sur le bas-côté, c'est aussi un hommage au Chrysler Rose de Hedaya, c'est ça? Ouais, bien sûr, bien sûr, Mhm. bien sûr. Alors j'ai connu, on va l'appeler par son nom de musicien parce que Ouais. c'était pas uniquement son vrai nom. Il a eu d'autres noms en tant qu'auteur. Et puis surtout, c'était un garçon que je connaissais sous le nom de Daniel. C'était un ami. J'ai connu dans les années de mes 19, 20, 21 ans de Daniel, qui était un monsieur très très brillant, qui était un peu plus âgé que moi, avec lequel on a fait plein de choses, des voyages, des sorties, des visites de musées, des films, des discussions qui duraient pendant des heures, et qui a participé, vous parliez de ma culture tout à Ouais. l'heure, qui a participé à la création de cette culture hybride. Lui était un peu plus âgé que moi, donc il écoutait ce qui se passait en Amérique, il écoutait ce qui se passait en Angleterre. Et c'est avec lui que j'ai mis les premiers pas en studio, puisque j'étais parti à Hérouville pour l'enregistrement de Chrysler Rose notamment. Et que c'est la première fois de ma vie que je voyais de près un groupe, c'était Gong, qui enregistrait une musique, un ami qui chantait, c'était lui. Enfin bref, quoi, je Ouais. veux dire, c'est quelqu'un pour qui je parle pas souvent de lui. Hein, je crois même que c'est la première fois que j'accepte de parler de lui. Mais c'est quelqu'un pour qui alors qui a eu une vie compliquée mais extraordinaire par la suite. Hein. Moi, je pense que c'est un grand écrivain, et je suis pas le seul d'ailleurs, mais qui a peut-être été plus connu pour ses choses populaires que pour. Oui. On parle rarement de sa qualité d'écriture, quoi. Mais c'est aussi le traducteur de Dylan et d'autres textes de la Beat Generation. Et donc, c'était pour moi, dans cette chanson, je me suis amusé effectivement à faire pas une citation, mais un petit clin d'œil à cet album obsolète de Sheila Dayat, qui est un album qui m'a marqué, qui, je crois, est un album important dans l'histoire de la musique rock française. Rock française. On sent chez vous l'attachement à une forme de liberté. On en parlera tout à l'heure déjà. C'est une éthique du mouvement, de la marge, de la marge en fait, enfin de toujours d'être en marge. Est-ce qu'on peut considérer vous considérez comme un artiste toujours sur le bas côté du show, en dehors de ces routes du showbiz, enfin ou même de l'autoroute du showbiz?
Oui, alors l'autoroute du showbiz, ça dépend pour qui, parce que pour Mhm. certains, c'est une voie sans issue, le showbiz. Oui, Mais, mais alors, c'est un peu aussi les credos vous savez, quand j'avais 18 ans, nous croyions que le monde allait changer, qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, que nous serions libres, que tout le monde mangerait à sa faim, etc., etc. C'était des années qui étaient très optimistes. Et, euh, et par-dessus tout, que les gens seraient égaux, hein, que les ouais. salaires seraient égaux. On rêvait de ça. Il faut remarquer que les salaires sont toujours pas égaux entre les hommes et les femmes dans ce Oui, pays. Je ne parle pas de l'égalité des salaires entre ceux qui travaillent dans les rues et qui arrivent d'Afrique et ceux qui travaillent pas dans les mêmes conditions dans le même pays. Hein, oui. donc, parlons, voilà. Donc, nous, on rêvait à un monde idéal. Bon, ce qui est Mm. normal. Si à 20 ans, vous rêvez pas d'un monde idéal, j'aimerais savoir quand est-ce que vous allez le rêver. Et dans ce monde idéal, la liberté, c'est quelque chose de très important. Et moi, la liberté, c'est presque l'éducation que m'a donnée mon père. D'abord être libre, penser librement, vivre librement, garder sa liberté, même si ça coûte un peu cher, parfois, tout en étant très respectueux des autres, des cultures et des façons de vivre des autres, mais être libre soi-même. Aller là où vous avez envie d'aller, faire ce que vous avez envie de faire, utiliser cette vie qui est la vôtre et qui n'est pas éternelle, hein, parce que la vie c'est quelque chose finalement, ça paraît long à certains moments, mais c'est finalement relativement court à l'échelle du temps et de ce qu'on pourrait avoir envie de faire. Moi, je fais partie des gens qui n'auront pas le temps de faire tout ce qu'il a envie de faire, tout ce qu'ils ont envie de faire. Mm. Donc, cette idée que la liberté est la chose la plus précieuse que j'ai, c'est une idée avec laquelle j'ai vécu toute ma vie. Alors, évidemment, ça vous marginalise. Oui, Pourquoi? Parce que par rapport, par exemple, aux maisons de disques, moi, j'ai comme ma première maison de disques, c'était CBS, qui est devenu Sony par la suite, mais avec les autres avec lesquels j'ai travaillé, hein, que ce soit Polygram, etc., et d'autres. Vous êtes un individu à part quand vous voulez pas vraiment faire ce qu'on vous demande de faire. On vous dit, ah, ça serait bien de faire ça. Vous dites, ah non, moi, je fais pas ça. Moi, j'ai pas envie de faire ça du tout. ouais. Je veux faire autre chose. Donc, vous êtes un individu à part. Pourquoi? Parce que la musique est une industrie, c'est un business. Oui, Quand faut que ça soit maison de rentable. disques, bah, il faut que ça soit rentable. Et il est normal que une maison de disques, puisqu'on appelle ça comme ça, veuille faire à un artiste ce qu'elle pense qui va être efficace pour lui ramener de l'argent. Mm. Mais moi, je pense qu'il est normal à un artiste de faire exactement ce qu'il a envie de faire et surtout de pas trop s'accrocher à l'argent et à la gloire et à l'image parce que ça vous amène pas souvent à un résultat artistique. J'ai pas dit ça vous amène jamais, j'ai dit ça vous amène Pas pas souvent. souvent. Mm. Voilà. Il y Attention a à la des gens qui ont nuance. des carrières extraordinaires et qui ont une dimension artistique extraordinaire. Je ne vais pas m'amuser à faire le tri pour vous, mais Non, pardon. non, je dis non, non, surtout pas, parce que je voudrais pas non plus que ça fasse Non, des non, on ne va pas polémiques. se fâcher avec la moitié de la Terre entière. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant toute chose, un être humain, un artiste, c'est quelqu'un qui doit vivre sa vie. Et après, si par chance, comme moi j'en ai eu avec J'aime regarder les filles, et avec un ou deux autres titres, si par chance le succès arrive et que ça ramène de quoi vivre bien et que la maison de disques gagne beaucoup d'argent, tant mieux. Mais c'est pas l'objectif pour lequel on écrit des chansons. Moi, je Mm. me lève pas et j'écris beaucoup de chansons. Je peux en écrire une par jour presque. J'écris jamais une chanson en me disant je vais devenir riche. Oui. J'écris une chanson parce que j'ai quelque chose à dire et quand j'ai rien à dire, ben, j'arrête d'écrire, quoi, tout bêtement. Donc, la liberté, pour moi, la liberté, c'est ça. Et c'est quelque chose que je revendique moi, mais je comprends que d'autres le revendiquent pas. Avant de passer au petit portrait chinois, Patrick, je vais poser une dernière question. On regarde le parcours, on voit que vous êtes un artiste complet, auteur, producteur, peintre, écrivain. Est-ce le même moteur qui alimente toutes ces facettes ou à chaque discipline, chaque discipline permet d'exprimer les choses différemment? C'est difficile à dire, hein. Je peux pas vous Hmm. dire parce que en fait, moi, je sais pas qui je suis. D'accord. Mais je sais que en dehors de cette envie de liberté très forte, j'ai aussi, comme beaucoup de gens, beaucoup de curiosité. J'aime bien me frotter à des choses que je connais pas. J'aime bien m'aventurer. J'étais aussi assez proche d'Igelin pendant quelques années, on avait ce côté ensemble qui était marcher un peu sur la route comme un Mhm. enfant perdu, un peu comme euh,
les poètes le rêvaient dans les années Rimbaud, Ouais. et, euh, et découvrir des choses et jouer avec ces choses. Picasso disait un truc que j'aime beaucoup, il disait « je cherche pas, je trouve ». Ce qui est, à mon avis, la plus belle façon de marcher, c'est pas chercher quelque chose, c'est trouver des choses intéressantes. Alors, si moi je me trouve devant un pinceau, je vais avoir envie de peindre, euh, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire tout ça, mais vous savez, je fais aussi de temps en temps, je jardine un peu, je m'occupe de bricoler dans ma maison, enfin bref, je fais la cuisine, je suis comme tous les êtres humains. Mais on peut peut-être tout essayer de tout vivre comme un artiste. Ouais. Si je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense que vous pouvez faire votre jardin comme un artiste. Vous pouvez travailler comme un artiste. Ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi. Ça veut dire que vous essayez d'amener tout votre cœur, toute votre envie, tout de donner quelque chose aux autres, tout votre esprit, toute l'intelligence et la culture qu'on vous a donnée. Donc, je me suis jamais senti limité par quoi que ce soit. Si demain j'ai la chance de pouvoir faire un film, je ferai un film. Il n'y a aucun problème avec ça. Dans ma tête, un être humain a le droit de faire tout ce qu'il a envie de faire. Bon. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas exactement ce que je fais, mais ce que je sais, c'est que les choses qui m'intéressent restent les mêmes quoi que je fasse. Ouais. Que ce soit dans la musique, je pense qu'il y a des valeurs qui sont importantes, effectivement, comme l'amour, comme le respect de l'autre, comme la découverte, etc., etc. Et je les mets, je cherche ça dans ce que j'écoute, dans ce que j'écris, dans ce que je fais. Donc je crois que tout en étant assez divers, il y a une certaine communauté entre toutes les choses que j'ai faites, quoi. Il Mais il les y a un autres le lien, diront à ma place mieux que moi. il y a un lien complet entre tout, quoi, entre chaque chose. Bah, ça serait quand même difficile d'être une personne quand vous êtes en train d'écrire un livre et une autre quand vous êtes en train de faire un film. Il y a peut-être des gens qui y arrivent, ou un film, ou une chanson. Moi, j'y arriverai pas. Mais je ne passe pas non plus ma vie à m'auto-analyser, si vous voyez ce Oui, que je veux ouais. dire. J'écris des chansons comme je marche dans la rue, c'est-à-dire naturellement, et puis quand c'est pas bien, je jette, parce que ça arrive, bien évidemment. Mais je suis pas en train de dire faisons du coutin. Non, je fais ce qui me passe par la tête, et c'est déjà pas mal d'ailleurs. Donc je peux pas trop répondre à ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que je prends le même plaisir à dessiner ou à écrire un livre ou qu'à faire une chanson, qu'à écrire un texte pour un copain ou quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est une des choses importantes dans la vie, c'est prendre du plaisir à vivre, Oui. sans quoi la vie devient un peu sans objet, je pense. Eh ben, on va maintenant passer au portrait chinois. Euh, Quel est le livre Madeleine de Proust, ouais, ou l'auteur qui a toujours fait vibrer Patrick Coutin? Je pense que c'est probablement, il y en a beaucoup, mais celui qui ressortirait de tous, c'est Sur la route de Jack Kerouac, Mhm. qui est un livre qui parle de voyage en Amérique dans les années 70. Mais j'aurais pu citer Rimbaud, j'aurais pu citer aussi d'autres romans comme Malcolm Lowry Au-dessous du volcan, etc. Mais on va dire Sur la route parce que c'est vraiment un livre que j'ai lu quand j'avais 16 ans, 17 ans et qui m'a beaucoup marqué. Au niveau cinéma, on est sur quel type de réalisateur ou film pareil, qui accompagne depuis tout le temps Patrick Coutin? Alors depuis tout le temps, je dirais que Mm. c'est Godard Mhm. avec, par exemple, ce qui se passe à Capri, j'ai oublié le nom de ce film avec Brigitte Bardot dedans, qui est bon. J'ai plus en tête. Mais il y a dans le mépris. Mais il y a dans le cinéma actuel des mecs comme Tarantino dont je ne rate pas un film. Euh, les frères Cohen aussi, Mhm. etc. Je suis resté, je suis resté assez époustouflé devant le perpétuel renouvellement du cinéma. Mhm. On voit dans le choix du livre ou des réalisateurs cités précédemment là, et des gens qui ont pareil, qui ont cette passion pour la liberté, qui mettent la liberté vraiment en avant.
Oui, la liberté, mais hasard, aussi j'imagine. la découverte. Vous savez, Mm. chez les Tarantino, il y a beaucoup de liberté, c'est vrai. Il y a un combat pour la dignité humaine. Il y a ça, on parle pas de n'importe quoi. Même quand c'est des films très durs, on- on creuse l'âme humaine, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que l'être humain, parce que l'être humain, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je vais Oui. faire une petite parenthèse. Je dis non, mais on oublie que c'est la seule espèce qui n'arrête pas de créer des choses, mais qui n'arrête pas de les Les détruire non détruire, plus. ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Il invente la bombe atomique, mais il invente Notre-Dame ou la muraille de Chine. Donc, c'est quand même un sujet. La liberté, c'est ce qui me guide, mais le sujet le plus intéressant de la Terre, c'est quand même d'essayer de comprendre ce que cette espèce, Homo sapiens, qui a pris le pas sur toutes les espèces, qu'est-ce que c'est que cette aventure? C'est une aventure extraordinaire. Je veux dire, c'est écrire la vie de ce que font les anthropologues d'Homo sapiens, c'est cette espèce d'avancée permanente, de création permanente. C'est bon. Donc les Tarantino, comme d'ailleurs Oui. Godard et comme beaucoup d'artistes, sont fascinés par ça, par cette espèce de matière humaine. Donc il y a toujours ça aussi dans ce que je fais comprendre l'homme, comprendre comprendre nos pulsions, mais aussi notre raison, notre façon de réfléchir. Je trouve que c'est quand même passionnant, quoi. Et enfin, pour finir, la chanson, le chanteur ou chanteuse Madeleine de Proust, voilà, de Patrick Coutin. Alors d'abord des disques qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. Vous Oui, voyez ce que je j'imagine. veux dire, ça va des Rolling Stones à Deep Purple, à Led Zeppelin, à Lou Reed, etc., etc. Euh, et j'ajouterai dedans les albums de Brel que j'ai adorés, Ouais. Brassens que je connais presque par cœur, en tout cas les textes, pas les musiques. Mais la chanson que je prendrais, celle qui me met de bonne humeur par-dessus tout, et que je joue d'ailleurs de temps en temps en concert, c'est Born to be Wild, qui est une chanson américaine des années 70, dont évidemment j'ai oublié le September. nom. Mais... Septembre. Pardon? Septembre. J'ai plus le nom. Non. Born to be Wild, Wild. c'est Steppenwolf. Oui, Steppenwolf. Steppenwolf. Voilà. Je John cherchais Cale, en étant l'animal qui avait, ouais, qui était dedans. Steppenwolf, le loup des steppes, d'ailleurs, qui est le titre d'un grand livre d'Hermann Hesse, au passage. Et donc, ça, c'est la chanson aussi. Une des choses que je préfère faire dans la vie, c'est être sur la route, rouler, en moto ou en bagnole. Et si vous roulez et que vous êtes en moto ou en voiture, Mm. et que vous avez cette musique dans les oreilles, d'abord, ça vous ramène à ce film extraordinaire des années Easy 70. Donc, Rider. Easy Rider, voilà, bravo. Merci. Donc, ça vous ramène à cette espèce d'épopée qui était quand même l'épopée de mon enfance, que j'ai dû voir ce film 10 fois, mais pour moi, c'est presque le bonheur intégral. Hein. Au volant d'une voiture, en train de rouler sur une longue route sans trop de monde autour, avec la campagne, les paysages, Easy Rider, ce genre de musique. Born to be Wild, White voilà. de Vous savez Steppenwolf. tous mes fantasmes. Ouais. Eh ben, merci infiniment, Patrick Coutin, d'avoir accepté cette rencontre. On arrive à la fin. Merci Franck. Merci Franck. Mes amitiés à tous vos auditeurs, auditrices et à bientôt, j'espère. Et au plaisir, je rappelle, le nouveau titre de Patrick Coutin sur le bas-côté est disponible sur les différentes plateformes d'écoute à l'heure actuelle, en attendant le prochain album qui arrivera très très vite maintenant, dans un peu plus d'un an, mais ça va arriver très vite, on aura l'occasion d'en reparler. C'était Rencontre avec Patrick Coutin, on se quitte donc avec Born to be Wild, Steppenwolf. Ciao. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning.
heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Get some motor running. Head out on the highway, looking for adventure.